Merci de votre accueil. Je voudrais commencer par remercier l'équipe de la Maison de la Poésie, en particulier Olivier Chaudançon, qui nous a accueillis immédiatement pour recevoir cet événement. Je voudrais aussi remercier toute son équipe qui nous a accueillis toute l'après-midi pour préparer cet événement. Je remercie les associations qui se sont liées aux avortés inconnus. Donc les associations Le Planning Familial, avec Sarah Durocher qui est ici, Choisir la cause des femmes, avec Violaine Lucas, la directrice qui est ici, et enfin la Fondation des femmes. Et je vous remercie, vous, là, qui êtes ici dans la salle, sur la scène, tous ceux qui nous ont aidés à préparer ça, parce que vous êtes là et vous êtes là un soutien qui est déjà énorme et considérable aux avortés inconnus et à ce monument que l'on veut dédier aux femmes décédées d'avortements clandestins. Et je voudrais dédier cette soirée, justement, à toutes ces femmes qui sont décédées d'avortements clandestins et qui décèdent encore, malheureusement, dans le monde, d'avortements clandestins. Ce soir, nous allons faire vivre et entendre ce qui est le but même de ce monument, c'est-à-dire sa triple signification. Ce monument, c'est à la fois un hommage aux femmes qui sont mortes d'avortements clandestins avant la loi Veil. C'est un monument qui permettra que s'écrive l'histoire de ces femmes oubliées. On expliquera comment au cours de cette soirée. Et enfin, c'est un soutien aux femmes qui, dans le monde, luttent pour pouvoir avorter légalement. Donc c'est vraiment cette triple signification qui nous a poussé à fonder cette association pour que ce monument existe. Donc après avoir présenté le projet de monument avec Nancy Huston, pendant une vingtaine de minutes, nous allons évoquer la situation du droit à l'avortement en France et dans le monde, avec Sarah Durocher, présidente du planning familial, et puis en Europe, avec Violaine Lucas. Puis, pendant une quarantaine de minutes, il y aura la lecture de lettres écrites au début des années 70 par des femmes qui voulaient avorter et qui écrivaient à un médecin en lui demandant conseil. Donc il y a 17 comédiennes, une musicienne, pour lire ces lettres. Puis nous accueillerons Annie Ernaux, qui n'est pas, je crois, encore parmi nous, qui n'est pas encore pu arriver, mais qui devrait arriver. Et enfin, nous conclurons sur les différentes avancées mémorielles qui ont lieu cette année et auxquelles le monument devrait apporter aussi une forte contribution. Alors, ce projet de monument à l'avorté inconnu est né il y a plus de 20 ans, un soir d'automne de 1994. Il fallait bien que je sois un petit peu émue. Alors donc, mon père nous avait convoqués, ma sœur et moi, pour nous parler de notre mère qui était décédée en 1968. Et il nous avait dit à ce moment-là, nous pensons qu'il allait parler de sa vie, et puis il nous avait dit en fait qu'elle était décédée d'un avortement clandestin et pas d'une péritonite, comme on nous l'avait toujours raconté. Elle était artiste peintre, elle voulait peindre, et donc elle ne voulait pas d'un troisième enfant. C'est pourquoi elle avait décidé d'avorter, malgré le fait de savoir qu'elle pourrait peut-être mourir, comme toutes les femmes le savaient à ce moment-là. Évidemment, quand il nous a dit ça, on s'est dit, ma sœur et moi, on s'est dit, mais c'est le Moyen-Âge, en fait. On ne pensait pas qu'on pouvait qu'on pouvait décéder d'avortement clandestin en 1968. Alors, je suis allée chercher un peu dans les livres pour voir ce qui était écrit à ce propos, parce que j'en savais rien. J'avais 10 ans en 1974. Et toute cette histoire qui avait lieu avant la loi Veil, en fait, elle avait été complètement oubliée et elle manquait dans les livres d'histoire, elle manquait dans la littérature. Annie Ernaux a écrit son livre L'événement qu'en 1997. Alors, j'ai trouvé des choses aux archives du planning familial. Je suis descendue dans cette cave là que vous avez, j'ai consulté les articles et là, j'ai compris qu'en fait, qu'il y avait des milliers de femmes qui étaient mortes comme ma mère, dans des conditions épouvantables, dans la solitude, sans amis, sans personne auprès d'elles, parfois leurs compagnons qui étaient en train de voir la tragédie qui était en train de se nouer, puisque en général, c'était des femmes qui voulaient vivre leur vie, qui voulaient vivre librement, et qui pour cela avaient décidé d'avorter, donc elles mouraient de vouloir vivre libre. Quand j'ai pris conscience de tout ça, je suis cinéaste, je me suis dit qu'il fallait absolument faire un film sur l'histoire de ma mère et sur l'histoire de ces femmes. J'ai beaucoup hésité à le faire parce que mon père avait raconté ça à ma sœur et à moi, mais personne d'autre dans la famille ne savait.
Donc j'ai mis à peu près 10 ans à oser lui demander « Est-ce que tu veux bien que je fasse un film sur Clotilde et sur toutes ces femmes ?» Et il m'a répondu « Bien sûr, vas-y, fais-le. J'en peux plus de supporter ce secret tout seul et ce sentiment de culpabilité. » Donc j'ai décidé de réaliser ce film. J'ai été soutenue par Denis Fred, mon producteur qui est dans cette salle, que je remercie encore parce que sans lui, je pense que j'aurais jamais eu le courage de le faire. Et voilà, donc j'ai réalisé ce film sur ma mère, sur ces femmes. Et quand le film est sorti, il y a eu énormément de femmes qui sont allées voir ce film. Beaucoup de femmes accompagnées de leurs fils, de leurs filles, pour raconter leur propre avortement clandestin. Et parfois, peut-être, pour raconter aussi l'histoire de leurs amis qui étaient peut-être décédés d'un avortement clandestin. Parmi les spectateurs et les spectatrices de ce film, il y en a une que j'étais allée chercher parce que j'adorais ses romans. C'est Nancy Huston, qui est ici présente et qui va vous dire quelques mots. Oui, les choses prennent du temps. Mary Wollstonecraft a milité pour le droit de vote des femmes au milieu du 19e siècle. Voilà, en 1918, les Anglaises et les Américaines l'ont eu. Et combien de temps pour les Françaises encore, hein? 44. Et donc, j'ai écrit une tribune, en fait, tout de suite après avoir vu ce film, parce qu'il m'a bouleversée. Et j'ai écrit un article dans Le Monde. C'était le 25 octobre 2003, donc, juste après la sortie. Bonheur, je lis juste le début de cette petite tribune. Bonheur dans le malheur, chance dans la malchance, au moins une, sur des milliers, des dizaines de milliers de femmes mortes de cette façon-là, étaient peintres. De cette façon-là, c'est-à-dire en pratiquant une interruption de grossesse volontaire, alors que c'était encore un geste illégal, le pratiquant elle-même, sur elle-même, dans la peur, la honte et le secret. Occlusion intestinale, complications, septicémie, agonie, décès. Événement tue. Non-événement. Elle est morte, Clotilde Vautier, en mars 1968, au moment même où allait s'ouvrir à Rennes la première exposition solo de ses toiles. Au moment aussi où commençait à souffler en France le vent de libération qui allait conduire à Mai, puis au mouvement des femmes, et ensuite, 6 ans plus tard, à la loi Veil. En mars 68, l'opprobre qui pesait sur son geste était tel, la souffrance de son mari et de ses proches était telle que la cause de sa disparition a été cachée aux 2 filles de l'artiste. Âgées de 4 et 7 ans à l'époque, Mariana et Isabelle Otero n'ont appris la vérité que plus de 20 ans plus tard, quand elles ont atteint l'âge qu'avait leur mère en décédant. En fait, tu étais un peu plus jeune. Oui. Elle est morte à 28 ans, Clotilde Vautier. Vous imaginez Picasso mort parce qu'il attendait un bébé à 28 ans? Ou Rodin? Ils en ont sommé pourtant. Hein. Et si son nom ne figure dans aucun recensement officiel des peintres du XXe siècle, c'est parce que sa trajectoire a été interrompue de cette façon brutale et stupide. Elle était douée, passionnée, obsédée par son art. Fleurs, ciel, paysages de Normandie, le corps surtout, son propre corps, dans l'ampleur de la grossesse, le corps désirable de son mari nu, le corps adorable de ses fillettes ou celui de ses modèles avec qui elle bavardait, tout en les peignant et pour qui, après les séances, elle cuisinait des pommes de terre au lardon, menu invariable, relevé par tant de joie de vivre que c'était chaque fois festin. Et donc je continue, et à la fin de ce texte, je demande à la France de commander, de créer un monument pour l'avorté inconnu, un peu sur le modèle du soldat inconnu, bien entendu. Et je dis qu'il faudrait créer une fondation Clotilde Vautier. Voilà, ça fait seulement 22 ans, c'est ça? Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors effectivement, cette idée de monument, elle était extraordinaire, mais c'est vrai que les politiques ne s'en sont pas emparés. Et puis, bon, moi-même, je ne me suis pas absolument emparée de cette idée à ce moment-là. Je pensais que l'histoire avançait dans le bon sens. Bon, maintenant, je pense que l'histoire n'a pas de sens, et puis elle n'avance pas forcément. Et donc, voilà, il y avait différents pays où l'avortement commençait à être légalisé.
bon, on allait vers un mieux, et puis petit à petit, ça a été l'inverse qui a commencé à se produire, c'est-à-dire les pays où c'était légal, c'est devenu illégal, et ça s'est accéléré. On voit les États-Unis, la Pologne, enfin, on va en parler ici. Et donc, quand cette année, on a fêté les 50 ans de la veille, je me suis dit, en fait, c'est le moment. Il est urgent de reprendre cette idée fantastique qu'avait lancée Nancy Houston et de créer un monument, le premier au monde, qui serait dédié aux femmes décédées d'avortements clandestins. Donc j'ai écrit à Nancy, à Annie Ernaux, à des comédiennes, à des personnalités, à toutes ces femmes qui vont intervenir aujourd'hui, en leur disant si on lançait cette idée, si on y allait. Alors elles ont été absolument toutes d'accord et enthousiastes. On a écrit une tribune dans Le Monde, on a transformé cette tribune en pétition. Et puis, avec un petit groupe plus rapproché, donc Nancy Houston, Violette Lucas, Bibia Pavard, qui est historienne, et Stéphanie Hennette-Vaucher, qui est juriste, nous avons créé l'association Aux Avortés Inconnus et nous avons demandé un rendez-vous à la mairie de Paris. La mairie de Paris nous a reçus longuement, nous a écoutés longuement. Ça, c'était un très, très beau rendez-vous. Ils ont vraiment écouté justement l'importance de ce monument, sa triple signification dont je vous parlais au début. Et au Conseil de juin, le Conseil de Paris donc, a voté un vœu pour l'édification de ce monument. Ce vœu était rapporté par Hélène Bidard et Laurence Patrice, qui, je crois, est ici ce soir. Et donc ce vœu, c'est fantastique, mais ce n'est qu'un vœu. C'est-à-dire que la prochaine mandature, il peut très bien, finalement, ne pas être voté, c'est-à-dire devenir une décision. Et donc, de nouveau, ce désir de monument peut passer aux oubliettes. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait faire vivre ce vœu, le consolider, le faire connaître. Et c'est pour ça qu'on a fait cet événement aujourd'hui, pour faire connaître ce vœu de façon à ce que la prochaine mandature, quel que soit ce qui se passe, ne puisse pas revenir sur ce désir et réalise et transforme en décision et en monument ce vœu. Voilà, donc cette soirée est là aussi pour ça. Voilà, donc en première partie, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de la situation de l'avortement dans le monde, ce qui est donc l'objet aussi, ce monument, il sera là pour ça aussi, pour soutenir ces femmes qui luttent dans le monde et qui sont... et qui n'arrivent pas à légaliser l'avortement, qui souffrent elles aussi, et il faut bien voir qu'il y a une femme qui meurt toutes les 9 minutes. Donc je laisse la parole à Sarah Durocher, présidente du planning familial. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour ce bel événement, surtout à l'occasion de la Journée internationale pour le droit à l'avortement, puisque nous étions dans la rue tout à l'heure et partout en France, il y a aussi ce rappel et le devoir de se rappeler que le combat n'est pas fini et que même quand il y a de très belles victoires, comme encore l'année dernière sur la constitutionnalisation, sans parler évidemment de toutes les victoires que les féministes peuvent avoir dans le monde, parce qu'elles en ont aussi, évidemment que c'est important de rappeler que ce combat n'est jamais fini. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Et je crois que dans les temps très sombres, puisque je viens pas vous remonter le moral tellement, mais en tout cas, c'est vrai que je parle au nom du planning familial, qui est une association féministe d'éducation populaire, qui va avoir 70 ans l'année prochaine. Bien évidemment qu'on a des très grandes inquiétudes avec la montée des conservatismes, et Violaine en parlera plus précisément aussi en Europe. Mais évidemment, sans parler de Donald Trump, tout ce qui se passe en Amérique latine, ça veut dire que l'extrême droite et les discours conservateurs sont vraiment en train de prendre de la place. Ils ont toujours été présents. Ils ont toujours attaqué les féministes qui défendaient le droit à l'avortement. Et je vous en assure, ils continuent à attaquer les antennes du planning familial, par exemple. Mais que bien évidemment, c'est un enjeu qui est important, puisqu'il faut se rappeler que dès que l'extrême droite arrive au pouvoir, la première chose qui est attaquée, c'est les droits sexuels et reproductifs, c'est l'avortement, la contraception, les droits des personnes LGBTQIA+, et évidemment les personnes qui sont le plus éloignées du droit. Donc évidemment que nous sommes en solidarité avec toutes les féministes, et c'est aussi l'occasion du 28 septembre de rappeler ça, notre solidarité à toutes les féministes qui s'exposent aussi, puisqu'on voit une grosse criminalisation concernant les militantes féministes qui se battent au quotidien pour le droit à l'avortement. Et évidemment, j'ai envie de dire, la vague Trump est en train de prendre de la place pour les Américaines, mais dans le monde entier, avec des discours de désinformation qui sont très très puissants.
Aujourd'hui, on pourrait se dire qu'en France, il y a eu des belles victoires, et j'ai envie de dire que la dernière, sur la constitutionnalisation, c'est le fruit de milliers de militantes. C'est une suite assez logique, finalement, et qu'à chaque fois, il y a eu des victoires. Et il faut se dire que quand on donne une victoire au droit à l'avortement et au mouvement féministe, on donne une défaite au mouvement conservateur. Et nous, c'est vraiment quelque chose où on ne se décourage pas, on continue à se batailler, parce qu'évidemment, il y a encore des grands enjeux. Beaucoup de femmes vont encore à l'étranger pour avorter malgré l'allongement des 2 semaines. On a encore une double clause de conscience spécifique sur le droit à l'avortement qui stigmatise le droit à l'avortement et qui en fait quelque chose d'à part en termes de santé sexuelle. Et puis, j'ai envie de vous dire, il y a la question des financements du planning familial, puisque aujourd'hui, nous vivons des attaques assez importantes. Et c'est pas anodin d'attaquer le planning familial, c'est l'attaquer aussi sur l'information qui est donnée sur les droits sexuels et reproductifs. Donc, on est dans un temps compliqué politiquement et en même temps avec des mobilisations partout, puisque à chaque fois que l'extrême droite arrive, ce sont les féministes qui sont dans la rue, ce sont les féministes qui sont devant. On sait très bien ce qu'on risque. On l'a vu en Pologne, on le voit en Italie, on le voit aux États-Unis, en Amérique latine évidemment. Et donc bien évidemment que nous restons très mobilisés, mais le souvenir est important, la transmission est importante, puisqu'il n'y aurait pas eu toutes ces militantes féministes, toutes les militantes du MLAC aussi qui auraient été parfois hors la loi, entre guillemets, enfin elles étaient hors la loi, criminalisées, bien évidemment qu'on n'en serait pas là. Donc voilà, j'aime bien dire souvent que c'est un peu un vélo, il faut continuer à pédaler, parce que si on stagne, on tombe. Donc voilà, on est évidemment en solidarité avec l'ensemble des associations féministes et très en vigilance sur les vraies difficultés d'accès à l'avortement aujourd'hui en France, puisque 20% des femmes sont obligées d'aller dans un autre département pour avorter. Et il y a une vague de désinformation qu'on n'arrive pas à contrôler forcément. Donc n'hésitez pas en tout cas à continuer cette mobilisation et à soutenir le planning, c'est important. Et toutes les associations qui accueillent les femmes les plus éloignées du droit sur l'avortement et la contraception. Merci beaucoup en tout cas. Donc maintenant, je donne la parole à Violaine Lucas, donc directrice de Choisir la cause des femmes. Merci beaucoup. Merci aussi de tout cet événement et de tout ce qu'il permet aujourd'hui de situer dans un moment un peu historique et un peu vital. Choisir la cause des femmes donc, a été fondée en 1971 par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. J'ai pris des notes, c'est pas mon habitude en fait de lire, mais on a eu des consignes très très strictes sur le temps, donc je vais lire un peu. Je suis embêtée parce que j'ai un livre. Ce sont les lettres pour un avortement illégal que vous allez entendre, mais il me dérange. Voilà. Je peux le porter comme ça. Ça me dérange pas. Formidable, merci. C'est ça la réconciliation, c'est bien, bravo. Choisir la cause des femmes donc, a été fondée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi en 71. Et depuis 2008, moi là, si je vous parle d'Europe, c'est parce que nous menons un projet d'harmonisation par le haut des droits des femmes et des personnes LGBTQIA dans l'Union européenne. On a décidé de comparer les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, de prendre les lois les plus avancées dans l'un ou l'autre des pays de l'Union européenne et d'en faire un ensemble législatif qu'on appliquerait à toutes les personnes qui vivent ou qui migrent dans l'Union européenne. Vaste projet dont j'imagine vous reconnaissez la griffe particulière de Gisèle Halimi qui a toujours beaucoup d'ambition pour nous. Un chapitre est consacré dans notre étude aux droits sexuels et à la justice reproductive. Et les récits que nous avons rencontrés depuis que nous avons lancé le Tour européen des associations en juillet 2022 montrent que partout en Europe, les personnes qui souhaitent interrompre leur grossesse sont exposées aux mêmes violences. Alors il y a le Forum parlementaire pour les droits sexuels et reproductifs qui nous explique que dans l'Union européenne, les pays les plus avancés en matière d'accès à l'IVG sont la Suède, la France, mais donc pas de quoi pavoiser non plus parce que c'est pas franchement appliqué, les Pays-Bas, la Finlande. Les plus mal classés sont la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne et Malte. Sans surprise, les pays où le pouvoir est aux mains des conservateurs religieux ou de l'extrême droite sont les plus durs avec les femmes. Ainsi, la situation en Italie s'est dégradée beaucoup avec le gouvernement Meloni, qui a par exemple rendu aux associations anti-choix la possibilité d'accéder aux hôpitaux et aux cliniques pratiquant des IVG. En Hongrie, les femmes sont aujourd'hui contraintes d'écouter le battement de cœur du fœtus dont elles veulent avorter.
Mais comme l'a dit Sarah, là où la situation n'a pas cessé d'empirer, c'est en Pologne, où malgré la mobilisation des jeunes et des femmes pour un changement de gouvernement, les choses n'ont hélas toujours pas changé. Nous sommes en 2022, en Pologne. Isabella a 30 ans et un petit garçon de 9 ans. Elle et son mari veulent un second enfant. En cours de grossesse, Isabella sent que quelque chose ne se passe pas bien. Elle se rend à l'hôpital où on lui confirme que son fœtus non viable est en train de mourir. Comme aucun médecin ne veut assumer d'interrompre la grossesse d'Isabella, celle-ci doit attendre que le fœtus meure pour qu'un médecin puisse l'extraire de son corps. Cette situation, les associations abandonnées par l'État, c'était la Pologne, la décrivent comme le fait Krystyna Kakpura, présidente du planning familial polonais que nous avons rencontrée en août 2022, qui témoignait dans Slate et qui disait « Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens quand je reçois un coup de fil d'une personne qui déjà a du mal à digérer son diagnostic de malformation fœtale. Et qu'à cela s'ajoute son pays qui la condamne à de la torture. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Plusieurs jugements dans le monde confirment qu'obliger une personne à aller au bout de la grossesse d'un fœtus gravement mal formé est une forme de torture. On parle ici de fœtus qui parfois n'ont pas de boîte crânienne. » Isabella a écrit un SMS à sa mère quand elle est entrée à l'hôpital. « Pour l'instant, à cause de la loi sur l'avortement, je dois rester couchée. Et il n'y a rien qu'ils puissent faire. Ils attendront que le fœtus meure ou jusqu'à ce que quelque chose commence, et sinon je peux, génial, m'attendre à une septicémie. C'est l'horreur. Ma vie est en danger. Et je dois attendre. » Le fœtus est mort. Il a été extrait du corps d'Isabella. Isabella, qui est morte de septicémie, quelques jours plus tard, comme elle l'écrivait. Anna, Agnieszka, Marta sont quelques-unes des autres victimes recensées depuis 2020, mortes dans les mêmes conditions en Pologne. Leurs noms pourront être gravés en lettres d'or sur le monument aux mortes d'avortements clandestins. Des choses progressent parfois en Europe et peuvent aussi nous inspirer. Par exemple, ce qui s'est passé en Irlande avec la mobilisation victorieuse pour l'IVG. Si Savita Alapanavar, âgée de 31 ans, était enceinte de 17 semaines, est morte exactement de la même façon qu'Isabella, le peuple s'est indigné et est descendu dans la rue. À force de manifestations féministes, un gouvernement vraiment progressiste a organisé un référendum et permis la légalisation de l'IVG. Des victoires sont donc possibles tant que nous nous unissons, tant que nous multiplions nos forces et notre sororité. Merci beaucoup, Violaine, pour et puis d'évoquer comme ça ces terribles situations qui ont lieu quand même en Europe. Alors, pour évoquer la situation avant la loi Veil, mais cela pourrait donc effectivement concerner les femmes aujourd'hui, nous allons avoir donc 17 comédiennes accompagnées par une musicienne qui vont nous lire des lettres extraites des archives de Choisir la cause des femmes. Donc je vais redonner la parole à Violaine qui va nous présenter le livre qu'elle avait donné à Sarah. Qui va reprendre, voilà, le livre. Voilà. Merci Sarah. C'est adorable. C'est la sororité, ça. Vous pouvez applaudir. Donc c'est fin 2020. À la disparition de Gisèle Halimi, nous devons donner aux archives du féminisme d'Angers la somme des documents amassés à choisir depuis 1971. Parmi ceux-ci, nous découvrons 6 grandes enveloppes qui contiennent la correspondance du docteur Miez. Celui-ci, catholique, est opposé à l'IVG, mais il veut aider à le légaliser, comme il l'a dit, au procès de Bobigny. 50 lettres, classées à part, sont écrites par des personnes des années 70 qui lui demandent de l'aide pour avorter, alors que cela est encore illégal. Un mot manuscrit indique que ces lettres sont, selon Miez, un intérêt historique.
C'est pour cela qu'il les donne à Gisèle Halimi. C'est pour cela que Gisèle Halimi les donne à choisir. À 50 ans d'écart, nous, les féministes de Choisir, comprenons qu'ils et elles nous demandent de faire connaître ces lettres pour l'histoire. Mais comment s'empare-t-on d'un tel défi? Imaginez, qu'auriez-vous fait de ces lettres? Dociles, vous les auriez données aux universitaires pour qu'elles en fassent œuvre d'historienne indispensable. Ou bien, parmi les dossiers poussiéreux, vous vous seriez assise à même le sol du local de Choisir pour les lire. Car elles vous subjuguent, ces lettres, vous font pleurer, et que vous crevez d'envie de les faire lire tout de suite à d'autres. Parce que les voix des femmes des années 70 qui s'élèvent là sont au cœur de votre engagement, atteignent votre cœur, vos émotions, se logent au creux de votre corps. Elles sont l'origine même de votre combat féministe et social. Le Covid et sa guerre ont eu raison de nos scrupules. Le couvre-feu, a été l'alibi. Annie Ernaux, que nous remercions, notre caution pour le publier dans un ouvrage militant qui trouvera sa place dans la bien nommée maison d'édition Libertalia. Je crois qu'ils sont dans la salle. Nous emparant de ces lettres, nous en avons parlé à nos collègues de travail et avons décidé depuis Saint-Nazaire, où le dossier de lettres se retrouvait dans l'attente d'entrée à Angers, Covid oblige, d'en faire des lectures avec un groupe de femmes. Pas que des militantes féministes, mais des femmes touchées par ces récits qui résonnent avec ce que leur corps sait du combat quotidien des femmes. Celles qui désobéissent dans les années 70 viennent des classes sociales les plus pauvres et n'ont pas la facilité des femmes riches pour accéder à un avortement. Mais c'est moins une supplication que nous y avons lu que leur profonde insoumission. Ces femmes disent non, poliment, humblement, mais fermement non. Je ne veux pas de cet enfant. J'ai choisi, il faut m'aider. Dans Tu n'en reviendras pas, Aragon dénonce le carnage organisé par les guerres en décrivant un convoi de soldats voués à la mort. Féminiser le poème fait sens au moment où nous voulons édifier un monument aux mortes d'avortement clandestin. Il écrit, et je féminise, « Comment vous regardez sans voir vos destinées? Fiancée de la terre et promise des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà, la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà, vous n'êtes plus que des mots d'or sur nos places. Déjà, le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. » Il semble que comme la guerre pour le nouveau-né, la fatalité des grossesses non désirées, les viols, les féminicides, attendent la nouvelle-née dans son berceau. Assignée femme à la naissance, voici vos guerres. Soldates inconnues, vos vies sont vouées à la mort sans tombeau. Quand Mariana Otero nous a demandé de l'aider dans son projet de monument aux mortes d'avortement clandestin, nous sommes accourus avec notre admiration de son travail, notre rage militante et nos lettres de combattantes au bord du gouffre sous le bras. Nous nous sommes dit, trop belle occasion de doubler le patriarcat en lui arrachant ses monuments et ses mémoires. Trop belle occasion de rendre hommage aux mortes. Trop belle occasion de niquer la fatalité. Le patriarcat nous a déclaré une guerre silencieuse dont le récit s'écrit dans un livre invisible. Ces lettres que vous allez écouter, que vous allez lire, et merci, sont ce livre invisible. Merci à celles qui les ont écrites, pas pour nous, mais d'abord pour elles. Merci à elles d'avoir pensé d'abord à elles. Merci d'avoir désobéi et raconté ce que vous viviez et que vivent encore aujourd'hui dans le monde des femmes privées du droit de choisir.
Des exemplaires de ces lettres pour un avortement illégal vous attendent en avant-première dans le hall de la Maison de la Poésie. Faites-les connaître, diffusez-les. Ce sera un acte militant, ce sera un pas vers notre main tendue pour qu'un jour, peut-être, vous nous rejoigniez dans cette danse heureuse et forte qui est celle du féminisme. Mais d'abord, écoutons ces voix. Ici, choisir, les avortés parlent aux avortés. Donc, place à la lecture. Novembre 1972. Petite ville de province. Docteur, par l'intermédiaire d'une camarade, j'ai eu votre adresse. Elle a téléphoné chez vous et votre dame lui a répondu, si je pouvais écrire. Voici ma situation. J'ai 21 ans et je suis enceinte de 5 mois et demi. Je travaille dans la ferme avec mes parents. Je viens vous demander de me faire avorter. Je ne voudrais pas avoir des inconvénients avec ma santé plus tard. Je puis vous dire que je suis en bonne santé et que je ne suis pas déclarée aux assurances. De plus, je n'ai passé aucune visite de maternité. Si vous pouvez me pratiquer l'avortement, soyez bien aimable, docteur, de me donner des renseignements. Si je dois être hospitalisée, je préférerais rentrer le lundi. S'il vous plaît, me dire le nombre de jours d'hospitalisation et le prix que je dois verser, ou alors s'il y a un médicament à prendre pour me provoquer une fausse couche. Dans l'attente d'avoir une réponse bientôt,
Recevez, docteur, mes salutations les plus respectueuses. Juin 1973, préfecture de police. Monsieur le professeur, vous voudrez bien me pardonner de venir vous importuner, mais je ne sais à qui je pourrais confier mon problème actuel si ce n'est à vous. Je vous l'avoue brutalement, je suis enceinte de 5 semaines. Hier soir, j'ai consulté un gynécologue qui ne peut rien faire. Il m'a seulement proposé de me diriger en Angleterre, ceci pour 2000 francs. C'est beaucoup trop cher, car je serai pratiquement seule pour financer cette somme, mon fiancé étant étudiant ingénieur et de plus, loin de moi en ce moment. Quant à moi, je travaille, il est vrai, en tant que secrétaire médicale, mais je tiens cela en secret et j'ai l'impression de vivre au ralenti. Cette situation devient de plus en plus insupportable. Je pensais aller à... Mais je ne sais si ce mouvement n'a pas été démantelé et surtout, si je peux me mettre en rapport avec ses membres car je crains qu'ils ne soient surveillés. J'ai suivi depuis le début cette polémique sur l'avortement. Je sais que vous avez pris courageusement position en face de ce problème que les hommes de loi abordent avec lâcheté, car il ne fait nul doute qu'eux s'en servent sans scrupule et surtout sans problème financier. Va-t-on le laisser devenir un privilège de la bourgeoisie hypocrite ? Aussi, je m'en réfère à vous, afin que vous me donniez des conseils. Peut-être pourrais-je bénéficier de la méthode Karman, étant donné le peu de semaines écoulées. J'espère très vivement que vous allez pouvoir me guider et trouver une solution à mon état qui m'accable chaque jour un peu plus. Je vous remercie de ce que vous ferez et je vous prie de croire, monsieur le professeur, à l'assurance de mes sentiments les plus respectueux. Novembre 1972, petite ville de province. Monsieur le professeur Miez, prenant la pilule et ayant arrêté pour laisser reposer mes organes, un accident est arrivé, car mon mari mettant des préservatifs, parmi lesquels un a cédé en ayant des rapports. Étant dans un cas désespéré. J'ai l'honneur de solliciter, monsieur le professeur, que vous puissiez prendre ces quelques mots en considération, car j'attends un bébé depuis 3 semaines. Je vous résume ma situation. Ayant acheté une maison et devant payer des mensualités de 700 francs, cela m'est impossible de mettre au monde un enfant, car je dois continuer de travailler pour venir en aide aux besoins familiales. J'ai une fille de 4 ans, que nous aimons bien. Dans l'attente d'une réponse, aidez-nous, car nous sommes désorientés. Je vous en supplie, pourriez-vous nous fixer un rendez-vous ? Veuillez agréer, monsieur le professeur, mes salutations distinguées. Novembre 1973, ville de province. Monsieur le professeur, après bien des hésitations, je me sens obligé de vous écrire pour un problème d'actualité. Il s'agit d'une affaire ne me concernant absolument pas, mais d'une affaire pitoyable et déchirante dont je me suis trouvé à avoir connaissance sans l'avoir voulu. La jeune fille est âgée de 18 ans, de parents alcooliques qui ne lui ont donné ni instruction ni éducation. La nature s'est toutefois montrée généreuse en lui accordant suffisamment de beauté pour plaire au sexe masculin. Hélas, la volonté faisant également défaut, il s'agit aujourd'hui d'une future mère enceinte de 3 mois.
Qui est le père? Il s'agirait d'un gosse de 16 ans qui dit avoir connu l'amour pour la première fois. Il s'agirait également d'autres gosses. Finalement, il s'agit d'on ne sait qui. Je viens d'assister à une scène bouleversante. Personnellement, je ne possède aucun moyen qui soit un remède. J'avoue que si j'avais connu une clinique comme soi-disant il en existe, je n'aurais pas hésité. Peut-être, monsieur le professeur, pourrez-vous intervenir de quelque façon que ce soit? Si ce n'est physiquement, peut-être interviendrez-vous moralement. Aujourd'hui, j'ai osé m'adresser à un homme dont la vie n'a qu'un but, celui de soulager l'humanité. Et si toutefois vous vouliez répondre à cette lettre, ce serait alors à madame qu'il faudrait adresser la réponse. Madame sait que je vous ai écrit. Veuillez agréer, monsieur le professeur, l'assurance de mon profond respect. Mars 73, région parisienne. Monsieur le professeur, j'ai suivi les émissions télévisées où vous avez ici justement défendu la liberté de l'avortement. C'est pourquoi je me permets de vous écrire. J'ai une fille de 24 ans. Elle a un petit garçon de 2 ans. Son mari vient de lui annoncer son intention de divorcer pour refaire sa vie avec une autre femme. Cette situation est d'autant plus grave que ma fille est enceinte de 2 mois. Elle a consulté plusieurs docteurs. Ils reconnaissent que son cas peut être pris en considération, mais aucun ne veut prendre la responsabilité d'interrompre sa grossesse. On lui a conseillé d'aller en Angleterre, en Hollande, où l'avortement est libre. Elle a été très affectée par la décision de son mari. Et son état de santé ne lui permet pas d'entreprendre seule ce voyage qui, d'autre part, est très coûteux. J'ai lu dans la presse qu'il y a plus de 300 médecins qui ont signé un manifeste pour la liberté de l'avortement. Je vous serais infiniment reconnaissante si vous aviez la possibilité de me communiquer la liste ou même le nom ou l'adresse d'un ou plusieurs de ces médecins qui accepteraient peut-être de la recevoir. Je vous prie d'agréer, monsieur le professeur, l'expression de ma gratitude et de mes sentiments très respectueux. Novembre 1972, petite ville de province. Monsieur, je m'excuse de vous déranger, mais peut-être êtes-vous mon salut, mon seul refuge. De vous dépend ma vie. Voici, je suis enceinte et ne veux absolument pas de cet enfant, en ayant déjà 5, et un mari malade du cœur. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire une fausse couche, mais rien n'y fait. J'ai donc pris une assurance vie, et ainsi je pourrais me suicider sans laisser mon mari et mes enfants dans le besoin. Du moins dans l'immédiat, car n'étant pas riche, je n'ai pas pu prendre une assurance de plus de 3 200 000. J'écris en anciens francs. Mais ce qui m'ennuie dans ce projet, c'est mon petit garçon de 3 ans. Il est toujours derrière moi, et dès qu'il ne me voit plus, m'appelle et me cherche partout. Même la nuit, en dormant, il m'appelle. Je lui fais 2 ou 3 chutes et il se rendort paisiblement. Ce sera pour lui le plus dur. J'ai longuement hésité pour lui. Mais il n'y a rien à faire, je ne veux pas de cet autre enfant. Aussi, je vous demanderai si vous pouvez faire quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Ou si vous ne pouvez pas, ce que je comprends très bien à cause de la loi, pouvez-vous me donner l'adresse et le montant d'une clinique en Angleterre, s'il vous plaît? Je vous en prie, professeur, essayez. Une réponse à la deuxième question serait très bonne, et je puis vous jurer que personne ne saura que c'est vous qui me l'avez donnée. Seulement, je vous demanderai de me répondre vite, s'il vous plaît, car la 24e semaine se termine le 10 décembre. Je vous remercie à l'avance, en espérant que vous pourrez peut-être faire quelque chose pour nous.
Je vous prie de croire, monsieur le professeur, à l'expression de mes sentiments les plus distingués. Décembre 1972. Petite ville de province. Monsieur le professeur, par l'intermédiaire d'une amie, nous avons réussi à avoir votre adresse. Et je crois même que notre fille vous a déjà écrit, mais sans doute sans résultat. Voilà notre cas. Notre fille, âgée de 21 ans, est enceinte et le gars n'a plus l'intention de se marier. Elle est enceinte de plus de 6 mois. Pouvez-vous faire quelque chose pour elle, puisque vous êtes pour l'avortement? Et je crois que ce n'est que soulager la misère. Je vous en supplie, aidez-nous. Nous sommes des parents dans la peine. Et notre fille, vraiment désespérée, tente de se suicider. Ce serait un plus grand malheur encore. Jusqu'à ce jour, elle n'a vu aucun docteur et n'a fait aucune déclaration. Donc, nous vous demandons de venir à notre secours et d'essayer de faire votre possible pour la prendre de suite, car les jours passent très vite. Dans l'attente d'une bonne réponse et avec tous nos remerciements, veuillez agréer, monsieur le professeur, nos plus respectueux sentiments. Décembre 1972, préfecture de province. Monsieur le professeur, si je me décide à vous écrire, c'est que j'ai longuement réfléchi. Je vous expose mon cas. Je suis enceinte pour la 5e fois et mon mari vient de me quitter. Mon médecin ne peut rien faire pour m'aider. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'une solution, aller en Angleterre. Mais cela occasionne de très gros frais. Pour y aller, je serai obligée d'emprunter de l'argent. De plus, je supporte très mal mes grossesses. Le début, cela se présente bien, mais les 7 derniers mois, il me faut garder le lit et me faire une série de piqûres. Jusqu'à présent, tout se passe comme je viens de vous le dire.
Ne comptant sur aucun secours de ma famille, je vais être obligée de travailler. Mais si je garde le lit, je pourrais le faire. Et mes enfants ont besoin de manger. De plus, Noël approche, je ne peux pas les priver de ce jour de fête. Et s'il n'y a aucune issue à mon cas, le désespoir me fera faire des bêtises. Et mes enfants seront entraînés avec moi. Depuis que je sais mon état, je suis désespérée. J'ai déjà voulu mettre fin à mes jours 2 fois. Et si je le faisais partir moi-même, je risque la prison. J'espère que vous me comprendrez. Si vous pouvez m'aider, ou me faire parvenir l'adresse d'un de vos confrères, ou mieux encore me dire si vous connaissez une adresse en Angleterre où l'on aide les gens dans ma situation. Monsieur le professeur, excusez-moi d'être aussi exigeante vis-à-vis de vous, mais voyez-vous, quand vous vous trouvez seul sans aucune aide de qui que ce soit, c'est très dur. J'ose espérer que votre réponse m'arrivera à temps. Veuillez agréer, monsieur le professeur, mes salutations distinguées. PS, je vous demanderai après réponse d'oublier mon nom et mon adresse. Je vous remercie. Décembre 1972, préfecture de province. Professeur, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance. Je me suis permis de vous écrire. Veuillez m'excuser de vous importuner. Je suis veuve, j'ai 51 ans. Vendredi dernier, en rentrant de mon travail vers 19h, j'ai été prise de force dans ma montée d'escalier. La maison était, pour ainsi dire, déserte. J'avais mes règles. Puis-je être enceinte? Je suis dans un état de panique, de nervosité. Je ne sais que faire. Je suis une petite employée en comptabilité, mais je me suis toujours très bien conduite. J'ai eu mes règles le 21/11. Malgré tout, j'ai perdu du sang le lendemain et quelques traces ensuite. Depuis 1 an, elles traînent en longueur. Je suis à la période de la ménopause. J'ai besoin d'être conseillée. Je vous réglerai votre consultation par chèque. J'ai une grande fille, mariée depuis juin. Je n'ose lui en parler. Étudiante en médecine. Depuis la rentrée, elle poursuit ses études à Paris. Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, monsieur le professeur, mes profonds respects. PS, j'ai des envies de vomir. C'est peut-être le souci, car j'ai des calculs vésiculaires. Janvier 1974. Monsieur, j'ai beaucoup hésité à vous écrire. Je sais que votre temps est précieux et vous ne me connaissez pas. Néanmoins, nous savons que vous êtes chrétien et que vous avez une conscience très profonde des problèmes touchant à l'avortement. Aussi, vous êtes l'une des rares personnes qui puissent vraiment nous aider à assumer un drame qui est le nôtre, ma fiancée et moi. Elle a 20 ans, j'en ai presque 22. Nous nous aimons depuis 2 ans et demi, mais nos parents l'ignorent pour différentes raisons. Ma fiancée attend un enfant. Le problème n'est pas pour nous d'assumer cette situation. Nous y sommes plus que prêts en ce qui nous concerne. Il est que nous avons la certitude de saccager définitivement 2 vies, celle de ses parents. Elles le sont déjà à la suite de nombreux deuils et épreuves successifs. Enfin, par la mort d'un fils il y a 6 mois. Il aurait fallu y penser avant, plus encore. Nous le savons. Il nous est très dur de faire un choix qui nous paraît a priori impossible, tant il nous faudrait abandonner des choses essentielles d'un côté comme de l'autre. Nous avons besoin de voir plus clairement tout cela
et vous pourriez nous y aider beaucoup. Nous aimerions vous voir. Je sais que cela doit être bien difficile. Au cas où ce serait quand même possible, je me permets de vous laisser mon adresse. Je n'ai pas le téléphone. En vous demandant de nous excuser pour vous avoir dérangé, je vous prie, monsieur, de recevoir l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Décembre 1972, petite ville de province. Professeur Miliez, comme tous, nous suivons les informations actuelles et nous les vivons, nous, femmes. Pourtant, vous êtes le seul être qui nous comprenne. Vous semblez très humain et cela peut nous redonner courage. Mais j'en viens tout de suite. Et excusez-moi de vous ennuyer avec mes problèmes, mais je vous demande de me prendre au sérieux, car j'ai beaucoup de peine et je ne vois pas comment m'en sortir, moralement et physiquement. J'ai eu, disons, beaucoup de mal à passer le cap de l'adolescence à l'âge adulte. J'ai fait une dépression nerveuse avec des hauts et des bas. Ça a bien duré 6 mois, puis je me suis ressaisie. J'ai trouvé du travail, un foyer de jeune fille. Là, j'ai pu repenser dans le calme sur mon avenir. Fallait-il refaire un essai en vie religieuse ou quoi? Le hasard d'un pèlerinage m'a donné la réponse le soir dans le car, sur le chemin du retour. Un jeune homme s'y trouvait. Il est devenu mon mari. Nous étions sans famille et nous avons voulu créer une famille. Mais pas si vite. Car lorsque le 4e est né, notre aîné venait d'avoir 4 ans. Vous dire le travail que ça fait quand il n'y a pas d'aide derrière. Je suis enceinte, une 5e fois, de 2 mois. Je suis effondrée. De plus malade, peut-être parce que je ne l'accepte pas. Dès que j'ai eu 8 jours de retard, j'ai eu peur. Je peux vous avouer que j'aurais tout fait, non pas pour me faire avorter, seulement faire revenir mes règles. Car 8 jours, personne ne peut se sentir coupable. Le médecin m'a donné des suppositoires de Synergon et du méthylène test. J'ai tout pris en 2 jours, plus de l'infusion de graines de persil, sans en parler à personne. J'ai seulement été malade. C'est après que je me suis rendu compte, être enceinte, il y a des signes qui ne trompent pas. La poitrine douloureuse, les nausées. À ce moment-là, je n'ai pas voulu faire autre chose, de crainte que le bébé en subisse les conséquences. Le médecin est venu, j'étais malade, et avec certitude m'a dit textuellement, excusez-moi le langage, ça y est, t'es baisé, c'est pas grave, t'auras les allocations familiales. J'ai été écœurée. Et si ce monsieur n'avait que ça pour vivre et une paye de 1200 francs pour 4 et bientôt 5, il verrait. Depuis notre mariage, nous étions installés petit à petit. Nous avons un gentil confort, sans prétention, une maison, un F6 que nous avons fait construire à la naissance du 4e. C'est pourquoi un collègue à mon mari lui a dit « T'es comme les castors, tu fais ta maison avec ta... » Enfin bref, nous sommes chez nous. C'est spacieux, clair, au chauffage électrique. Chaque enfant a son lit. Malgré ça, et c'est dommage, la mésentente s'installe. Mon mari me reproche de ne pas être foutu comme les autres. De mon côté, je ne veux plus qu'il me prenne. Alors c'est le conflit. Et tout ça parce que personne ne veut nous aider sérieusement. J'accepterais vraiment mieux le 5e si on me disait « on profite d'une césarienne pour vous ligaturer les trompes ». Après, je pourrais enfin vivre en paix. Car aussi, mon mari se lasse d'un seul rapport dans le mois. Et pourtant, ça ne nous évite pas les enfants. J'ai eu 2 enfants, 21 et 23 jours après les règles. Et voilà le résultat. Aidez-moi, professeur, dans le sens de ma lettre. S'il m'arrivait quelque chose par un accès de fatigue, par trop d'enfants, leur avenir sera aussi l'assistance publique. J'ai connu ça, et l'avenir me fait peur. Il vaut mieux, je pense, 3, 4 enfants à la rigueur, mais c'est un maximum heureux que 5, 6, etc. enfants bousculés, restreints en beaucoup de choses et vivant dans un foyer incertain. J'ai été trop longue pour vous parler. Excusez-moi, professeur, d'avoir pris votre temps pour m'écouter. Excusez-moi aussi pour les ratures. Je pensais recopier, mais je n'ai pas le temps. Acceptez, professeur, ma reconnaissance pour ce que vous pouvez faire pour moi. Je ne parle à personne de cette lettre, à part mon mari. Merci aussi de défendre les plus pauvres. Ils ne demandent pas les vices des riches. Ils demandent plus de compréhension. Ils demandent des gens comme vous, formidables, qui parlent pour eux. PS,
6 juin, une photo de nos 4 petits, qui date des vacances. Septembre 1973. Ville de province. Monsieur, j'ai lu votre article de sélection septembre 1973. Permettez-moi de me confier. J'ai 45 ans. Mère de famille de 3 grands-enfants, 25 ans, 21 ans et 16 ans. Grand-mère de 2 petits-enfants. Mon mari a 47 ans et d'une santé très médiocre. Je suis d'un milieu rural très modeste. Je suis enceinte d'1 mois. Je suis désespérée. Je me vois dans l'incapacité d'assurer la situation d'un autre enfant. Je vous en supplie. Aidez-moi. Mars 73, petite ville de province. Professeur, je vous écris car j'ai lu un de vos articles sur l'avortement dans Détective. Et je suis de ce cas-là. Je suis fille-mère. J'ai déjà 2 petites filles de 4 et 2 ans. Je ne veux pas du 3e que je porte. Je suis enceinte de 2 mois et demi, professeur. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Car je suis bien embêtée, je travaille en usine, mais je n'arrive pas assez à gagner ma vie pour moi et mes 2 gosses. Pouvez-vous me répondre, professeur, ou me donner un rendez-vous? Faites quelque chose pour moi. Pouvez-vous me le faire passer? Car d'après votre article, vous êtes pour. J'aimerais mieux vous voir pour parler plus librement. Je vous joins mon adresse. Veuillez agréer, professeur, mes sincères salutations. Octobre 1973, ville de province. Monsieur le professeur Muliez,
Monsieur est très honoré confrère. J'ai l'honneur de soumettre à votre haute bienveillance un problème médico-familial dont voici le contexte. Une mienne cousine, fort honorable, 35 ans, 3 enfants, épouse de cultivateur de la région, est enceinte d'environ 8 semaines et, en désespoir de cause, sollicite mes conseils. N'étant qu'un officier de santé de 4e zone, qui ne peut se permettre d'aller au pilori, j'ai pensé, de concert avec elle, que, connaissant votre position en la matière, vous pourriez peut-être nous conseiller, nous éclairer utilement pour régler l'affaire que vous préconisez urbi et orbi. M'excusant de ma hardiesse, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments très respectueusement distingués. Mars 1973, petite ville de province. Monsieur le professeur, en espérant que ma lettre vous parviendra, car en lisant sur la page médicale d'ici Paris, c'est là que j'ai trouvé votre nom. Aussi je tente ma chance, en espérant que celle-ci vous parviendra. Surtout, monsieur le professeur, ne me jugez pas sévèrement. Je suis une maman de 4 enfants, dont 2 filles mariées et 2 plus petits, et un très bon mari et père de famille aussi. Si je viens vers vous, c'est que notre fille aînée, qui va avoir 23 ans, est maman de 2 petits-enfants et se retrouve enceinte de 6 semaines. Et pour vous dire, c'est que depuis qu'elle est mariée, elle est toujours seule. Car son mari travaille chez ses parents agriculteurs, donc ce n'est pas un ménage qui est toujours séparé, soit par le sport ou la chasse. Heureusement que l'on a ses parents. Aussi, en plus, comme dans les campagnes, on fait souvent des histoires à tort ou à raison, on a essayé de détruire ce ménage. Et je vois bien que ma fille, qui était très douce, a changé. Et malheureusement, sur la question, à mon sens, pour qu'un couple soit heureux, il faut déjà que mari et femme s'entendent sur la question sexuelle, ce qui n'est pas le cas. Aussi, pour essayer de s'en sortir, ma fille a demandé à son mari pour prendre un commerce. Puisqu'étant jeune fille, elle était vendeuse, son mari a fait le nécessaire, mais avec ce début de grossesse, il ne veut plus. Car avec 3 enfants, il voit cela trop risqué. Il est d'accord pour faire quelque chose. Mais par ici, on donne juste 3 piqûres. Ou Londres. Aussi, monsieur le professeur, croyez-vous, et même si vous êtes pour le contrôle des naissances, je vous en supplie, essayez de sauver ma fille, car je ne vois pas son avenir heureux. Cela me choque, croyez-moi. Mais nous sommes des ouvriers majeurs. Mais malheureusement, on vit un siècle qui vous dépasse. Prenez-moi au sérieux, car, monsieur le professeur, j'ai pleuré. Pendant ces 3 dernières années, pour ce mariage, plus que dans 26 années de mariage. Et si je vous demande cette question, c'est que, croyez-moi, ma fille ne mérite pas ça. Même si vous ne pouvez rien. Mais ici, à la campagne, on n'a personne à qui se confier. Recevez, monsieur le professeur, mes sincères salutations. Nom daté. Ville de province. Monsieur le professeur, j'ai lu dans Ici Paris ce que vous avez osé dire au sujet de l'avortement, et je vous approuve. Si j'ai décidé de vous écrire, c'est que je suis dans une bien triste situation. Je suis enceinte d'1 mois à peine, et je ne veux pas de cet enfant. J'ai 38 ans, avec 3 enfants à élever. Et qui ne sont pas à élever puisqu'ils ont 11 ans, 7 ans et 2 ans, dont ma petite de 7 ans qui me coûte cher pour sa santé. Et la vie, pas toujours drôle. J'ai connu quelqu'un
et je suis tombée enceinte. Et je ne veux pas refaire ma vie avec cet homme. Pour moi, la chose est atroce. Je ne vis plus. Je songe même au suicide. Mais où iront mes 3 enfants puisque je n'ai pas de famille? J'ai eu malheur sur malheur. J'ai perdu mon mari, et 6 mois après, c'était mon père qui se suicidait. Pourquoi mettre un enfant au monde quand l'on sait que l'on ne le désire pas? L'élever pour ne pas pouvoir lui donner un métier? Quelle est cette loi stupide qui existe en France où les femmes ne sont même pas libres de leur corps? J'ai vu mon docteur, qui m'a conseillé de trouver quelqu'un pour le faire partir. Mais là, je ne connais rien. Il doit exister de ces femmes qui le font, mais où? Je suis désespérée. Docteur, tout est en noir chez moi. Je ne peux même pas manger. J'ai entendu dire qu'il existait des médicaments, mais quels médicaments? Je suis seule entre 4 murs, à peine où aller. Quoi faire? C'est traumatisant. Cela m'est à bout. Que vais-je devenir? Il y a les autres pays qui font cela, mais j'ai pas d'argent pour y aller. Docteur, j'ai recours à vous. Quelle solution voyez-vous à mon problème? Il n'y a que vous pour m'aider. J'attends votre réponse. Elle est assez urgente. Avec tout l'espoir d'une réponse, recevez, docteur, toutes mes sincères salutations. PS. Docteur, si vous ne voyez pas de solution à mon problème, que vais-je devenir? Je suis à côté de 2 grandes villes. Dans ces villes, il y a sûrement quelqu'un pour faire passer cela. Mais qui sait-il? Je vis dans une angoisse terrible. 2 avril 1974, ville de province. Monsieur le professeur, dans toute simplicité, je viens me confier à vous. Voici mon histoire. Mes ennuis. Je suis sage-femme diplômée d'État, âgée de 60 ans, mère de 3 garçons, que j'ai dû élever toute seule. Mon mari m'avait abandonnée. Ce qui m'arrive aujourd'hui est grave. J'ai avorté une femme en détresse qui avait déjà 4 enfants, milieu misérable. N'ayant pas l'argent nécessaire pour se faire avorter dans un pays voisin et très proche, car on demande 3 000 francs suisses, cette pauvre mère avait tellement insisté, j'ai eu pitié d'elle et j'ai aidé l'interruption de cette grossesse non désirée. Après 15 jours, elle est morte dans un hôpital. Congestion pulmonaire, rein bloqué. Je suis accusée de cette mort. Et j'étais inculpée durant 15 jours en prison pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pardonnez-moi si je vous ennuie avec ma confession, mais je vous ai entendu parfois à la télévision, votre bonté, votre compréhension pour les femmes malheureuses et sans défense. Je suis usée par le travail, je souffre d'une angine de poitrine, le procès aura lieu prochainement. Ma carrière est brisée, ma vie de femme humiliée. De tout cœur, monsieur le professeur, je vous envoie mes salutations angoissées et respectueuses. Une malheureuse.
C'est très difficile de parler après avoir entendu ces lettres. Moi-même, qui les connais, qui ai accepté de mettre quelques mots en tête du livre, les entendre à nouveau, les entendre plutôt après les avoir lus, c'est encore beaucoup plus, poignant. Et ça illustre tout à fait ce que c'était à l'époque. Et voilà, il y a encore 50 ans, il y avait des femmes qui se découvraient enceintes, comme vous l'avez vu, et c'était pour elles un drame absolu. Je fais partie de ces femmes. Je m'en suis bien sortie. Mais il faut imaginer, et vous l'entendez là dans ces lettres, que l'avortement interdit, il faut voir la puissance de ce qui pesait sur cette société à ce moment-là. C'est-à-dire que l'avortement interdit n'était pas... ça voulait dire qu'il n'y avait aucun choix, sinon de s'avorter, de se résoudre, soit de se résoudre à poursuivre sa grossesse et à mettre au monde un enfant non désiré, dans des conditions souvent difficiles, puisque les femmes ne pouvaient pas travailler avec 5 enfants, que les allocations familiales dont se moque un médecin, n'est-ce pas, le castor, n'est-ce pas, eh bien, c'était vraiment pas suffisant pour que des enfants aient un avenir convenable. Et c'était une sorte de condamnation à la fois des femmes et de la famille. Donc le choix, si on peut l'appeler ainsi, c'était se résoudre à poursuivre une grossesse non désirée ou bien à se débrouiller. C'est le terme qu'on employait. C'est-à-dire soit en enfonçant soi-même une sonde dans l'utérus et attendre qu'une fausse couche se passe, ou bien trouver une autre solution, c'est-à-dire soit un médecin complaisant, ce qui était relativement rare pour toute la majorité des femmes. Seules celles qui avaient accès, disons, dans le milieu bourgeois ou des connaissances pouvaient trouver un tel médecin. Soit il y avait aussi la Suisse, dont il est question dans une lettre, effectivement, mais qui était très restrictive, il faut le savoir. Et puis, qui nécessitait aussi de l'argent et également du temps. Et c'est une chose, donc je peux dire que moi, j'avais pensé à ça, mais c'était rigoureusement impossible. Donc, c'était la faiseuse d'ange. Et ce qu'on sait, c'est que, ou alors, oui, une voisine, on l'a vu. Et dans ce cas-là, eh bien, tout était possible, donc, c'est-à-dire l'infection. Dont nous savons, enfin je peux le dire aussi ici, que le film de Mariana Otero sur la disparition, les conditions de disparition de sa mère sont quelque chose qui se sont produites en 1968 et que c'est dire à quel point la situation était affreuse, atroce. Les mots là sont, difficiles à prononcer. Et voilà, donc je vais continuer plutôt de lire plutôt que de vouloir improviser. Donc, enfreindre la loi, c'était prendre le risque de mourir, mais aussi celui d'être dénoncé. Ce fut le cas dans la rue de mon enfance où une mère a été emprisonnée pour avoir avorté sa fille. C'était une chape
de silence et de honte qui entouraient l'avortement. Le propre du silence, c'est donc de ne pas savoir pourquoi on se tait. Et si ce silence a été brisé par la lutte des femmes, donc je ne reviens pas là-dessus, sur évidemment le mouvement de choisir de Gisèle Halimi, auquel j'ai appartenu moi-même, et ensuite, bien sûr, après le procès de Bobigny, nous aurons le manifeste des 343 salopes dans le Nouvel Observateur, et nous arriverons à la loi Veil. Mais il y a des livres qui ont été écrits, des témoignages. La mémoire de cette époque, de ces mouvements, est conservée. Mais je dois dire aussi qu'il y a à l'INA, l'INA a donc entrepris une mémorisation de cette époque, et des témoignages de femmes, des centaines de témoignages de femmes sont enregistrés pour garder pour l'avenir, pour que l'on sache ce que c'était. Mais je trouve tout de même que rien ne remplace ces lettres de femmes que nous venons d'entendre, des femmes qui sont perdues, dans la plus grande détresse. On voit toute la solitude totale dans laquelle elles vivent ce qui est la pire des situations. Il n'y a personne pour les aider. Elles n'ont pas d'argent, et c'est quelque chose donc qui émeut particulièrement, et qui fait, pour moi, c'est surtout cela ce qu'il faut voir, c'est de montrer dans quelle horreur plongent les femmes, et des familles d'ailleurs aussi, quand l'avortement est interdit. Et quand il y a, comme dit une de ces lettres, cette loi stupide qui existe en France où les femmes ne sont pas libres de leur corps. Et dans cette phrase, évidemment, il y a l'essentiel, c'est-à-dire ce que l'on veut garder par-dessus tout, c'est le corps des femmes, la surveillance des femmes. Et donc, ce pouvoir qu'elles possèdent, qui est celui de la reproduction. Et donc, d'en être toujours les maîtres. Et je veux dire que la dernière lettre qu'on a entendue, qui est lue par donc Anne Alvaro, était emblématique d'une certaine manière du caractère criminel de l'interdiction d'avorter qui existait avant 1974-75 en France, mais qui existe dans le monde. Je ne vais pas rappeler, ça a été fait, à quel point ce droit à l'avortement est menacé, y compris plus ou moins en France sur certains sites qui existent, qui dirigent les femmes vers, en réalité, d'autres structures qui vont leur faire choisir, plutôt remplacer leur décision par un choix de garder l'enfant. Et dans les pays européens dont on a parlé, la Pologne, les lettres lues, et c'est ça qu'on doit voir dans ces lettres qu'on a entendues, des femmes ordinaires, peut-être, des femmes, n'importe quelle femme, et qui reflètent effectivement ce qui peut en advenir lorsque un gouvernement décide d'interdire le droit des femmes, parce que c'est évidemment ça qui est en question, c'est le droit des femmes. La dernière lettre qui a été lue, elle est en quelque sorte emblématique de cette situation qui pousse les femmes naturellement, par solidarité, par sororité, dirons-nous maintenant, même si elles n'avaient pas le droit, même si elles n'avaient pas les moyens
d'asepsie pour faire un avortement aident d'autres femmes. Et c'est poignant d'entendre qu'effectivement, cet acte qui aujourd'hui est un acte médical autorisé, à l'époque a conduit des femmes à être emprisonnées, et il y en a eu beaucoup. Et naturellement, il faut penser à toutes ces femmes qui sont mortes et pour lesquelles un monument serait effectivement, j'allais dire, la moindre des choses. Car cette mort est une mort, j'allais dire, c'est une forme de féminicide qui était instaurée, institutionnalisée par l'absence d'autorisation de l'IVG. Je ne veux pas m'attarder davantage, je veux dire que je suis heureuse d'être là et de pouvoir dire que la liberté des femmes ne se divise pas, ne se partage pas, et que l'avortement est un droit imprescriptible. Merci d'être là. Nous sommes fortes et forts. Voilà. Pour cette dernière partie, donc nous allons, pour cette dernière partie où nous allons aborder le troisième aspect du monument, qui est effectivement d'écrire une histoire manquante. J'accueille donc Stéphanie Hennette-Vaucher, qui est juriste, et Floriane Volt, qui est co-directrice de la Fondation des femmes, je ne sais plus le titre précisément, et Bibia Pavard, qui est historienne. Merci beaucoup, Mariana. Alors, je ne vais pas être longue, je voudrais juste rappeler que peu avant le 50e anniversaire de la loi Veil, en mars 2024, la France a fait un geste important en inscrivant dans la Constitution la liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Alors, je ne vais pas revenir sur les débats qui ont été suscités par cette mesure ou sur les effets qu'elle va produire, mais je voudrais juste dire qu'elle a mis en pleine lumière le fait que nulle part ailleurs dans le monde, l'avortement n'est explicitement protégé par des textes constitutionnels. Et ce seul fait doit nous amener, à mon avis, à s'interroger sur l'invisibilisation qui en résulte d'une part essentielle de la vie, et donc sur les lourds biais qui structurent notre imaginaire politique et, en l'occurrence, constitutionnel. Alors même qu'on pourrait considérer que la Constitution, c'est la traduction en actes de notre contrat social, de la manière dont nous faisons communauté, le fait que les constitutions de par le monde soient essentiellement muettes sur l'avortement en particulier et les questions reproductives en général, doit nous amener, je crois, à poser quelques questions. En toute hypothèse, avant la loi Veil, du temps de la répression de l'avortement,
cette invisibilisation n'était pas que l'invisibilisation de l'avortement, mais aussi l'invisibilisation de très nombreuses formes d'inégalité qui structuraient la logique répressive. Inégalité de classe, bien sûr, on les a beaucoup entendues dans les lettres, mais aussi inégalité raciale. Et le travail récent, comme celui de Myriam Paris, ou plus ancien, comme celui de Françoise Vergès, ont bien montré, pour celui de Myriam Paris, qui porte sur la Réunion, par exemple, la manière dont, alors même que la contraception et l'avortement étaient interdits en métropole, ils étaient en fait largement déployés sur les femmes racisées dont il s'agissait de maîtriser la démographie qui était alors présentée comme dangereusement galopante. Et avortement, contraception, stérilisation étaient pratiqués, le cas échéant, contre le gré ou à l'insu des principales intéressées. Tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de silence à faire parler sur le sujet de l'avortement. Et je voudrais commencer par passer la parole à Floriane Volt, directrice du plaidoyer à la Fondation des femmes, pour parler d'une initiative récente sur des questions de réhabilitation. Merci à l'association Avortés Inconnus pour cette invitation émouvante et pour la puissance de son projet, édifier un monument à Paris pour honorer la mémoire de toutes celles dont la vie a été touchée, voire brisée par l'avortement clandestin. Chère Mariana, chère Bibia, chère Stéphanie et chère toutes, la Fondation des femmes est fière d'être à vos côtés aujourd'hui car il est essentiel de sortir ces vies du silence et de l'oubli et de montrer que l'histoire des femmes fait partie intégrante de notre mémoire collective, cette mémoire qui a été notamment si bien racontée par Annie Ernaux. À la Fondation des femmes, nous nous battons chaque jour pour l'égalité et les droits des femmes, notamment grâce aux dons que nous collectons et que nous reversons aux associations qui agissent pour l'égalité, pour le droit de choisir, et on sait comme cette période de froid budgétaire les met aujourd'hui en danger. Notre engagement pour l'entrée de l'IVG dans la Constitution en mars 2024 s'inscrit dans cette histoire de lutte, celle des anonymes, des militantes, des pionnières qui, par leur engagement, ont ouvert la voie à la liberté. Inscrire l'IVG dans notre loi fondamentale, c'était protéger ce droit pour tout aujourd'hui et demain, face aux attaques qui, partout dans le monde, on le sait, continuent de menacer le droit de choisir. Et 50 ans après la loi Veil, qu'on fêtait cette année, il restait encore cette injustice historique à réparer. Celle des femmes, dont on a entendu les mots aujourd'hui, qui étaient condamnées pour avortement clandestin. Alors, aux côtés des universitaires, comme certaines d'entre vous, aux côtés des militantes, des associations comme le Planning Familial et Choisir, la Fondation des femmes s'est mobilisée en janvier 2025 pour porter cette proposition de loi pour la réhabilitation des femmes condamnées pour avortement, injustement. Cette loi, elle a été portée au Sénat et votée en mars dernier. Elle a été portée par Laurence Rossignol et Hussein Bourgi. Elle a reçu le soutien du gouvernement avec Aurore Berger. Mais on attend encore qu'elle soit définitivement votée par l'Assemblée nationale. Cette démarche de réhabilitation, cette démarche mémorielle, elle va évidemment de pair avec la volonté d'un monument qui nous réunit ce soir. Il ne s'agit pas de tourner la page, mais d'exhumer, reconnaître et honorer la mémoire des victimes et combattantes de ces lois iniques et patriarcales. Nous, les féministes d'aujourd'hui, nous sommes les gardiennes de ce passé. Rassembler ces témoignages, soutenir ce monument, soutenir cette loi de réparation, c'est affirmer que nous sommes aussi des gardiennes de l'avenir. Sans mémoire, il n'y a pas de transmission. Sans histoire, il n'y a pas de vigilance ni de progrès. Soyons tous et toutes des gardiennes de cette histoire, pour celles qui viendront après nous. Édifions à Paris un monument pour nos mortes, de sorte à ce qu'elles soient plus jamais invisibles. Merci beaucoup. Merci. Je passe maintenant la parole à Bibia Pavard, qui est historienne et qui va nous parler du travail de mémoire autour du projet de monument. Merci. Du travail de mémoire et du travail d'histoire. Et c'est pour ça que je voudrais prendre la parole aujourd'hui. Quand Mariana est venue me trouver pour me parler du renouveau de ce projet de monument, 20 ans après, j'ai tout de suite eu envie de participer comme citoyenne, bien sûr, mais aussi comme historienne, parce que j'étais convaincue qu'il s'agissait de réparer un défaut de mémoire, bien sûr, une mémoire qui n'avait pas été transmise, ni au sein des familles, ni au sein de la société. Entre 2022 et 2025, j'ai eu la chance d'accompagner la collecte patrimoniale de l'Institut national de l'audiovisuel qui a recueilli, comme ça a été évoqué, 79 entretiens au sujet de l'avortement clandestin. Et ce qui m'a frappée, c'est que ces témoignages étaient transmis
souvent pour la première fois. Beaucoup nous ont dit « je n'en avais jamais parlé ». Et en même temps, il y avait un immense désir d'enfin raconter aux jeunes générations pour que ça ne se reproduise pas. Et pour que ces témoignages adviennent, il faut qu'il y ait les conditions pour les faire émerger, pour les écouter, les conditions sociales de réception de ces récits. Il y avait donc un défaut de mémoire, mais il y avait aussi un défaut d'histoire. Car sans témoignage, sans archives, on ne peut pas écrire l'histoire de l'avortement clandestin. Les femmes décédées de l'avortement clandestin sont les oubliées des oubliés. Leurs histoires ont été recouvertes par le mensonge, par le secret ou la honte. Ce monument est donc essentiel pour qu'on se souvienne, bien sûr, mais aussi pour qu'on puisse écrire leur histoire. C'est pourquoi, aux avortés inconnus, on souhaiterait associer au monument physique une sorte de mémorial en ligne destiné à recueillir les noms, les histoires, les archives de ces avortés inconnus. Et on peut dire qu'on a déjà reçu un témoignage extrêmement émouvant via Instagram autour de cet événement, d'une femme qui nous racontait l'histoire de son arrière-grand-mère, qui n'était pas connue, qui n'avait pas été transmise dans la famille. Et cette jeune femme, elle a envie justement de réhabiliter son arrière-grand-mère, de faire connaître son histoire, de pouvoir la transmettre, et surtout qu'on puisse reconnaître ce qu'elle a vécu, une histoire qui a été totalement niée et non dite. Et donc ce monument, c'est pour enfin se souvenir de ces histoires, mais aussi pouvoir les écrire et les transmettre, et pouvoir ces histoires puissent faire partie enfin de l'histoire nationale. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc ce monument, c'est vraiment quand on a reçu ce message sur Instagram, c'était assez incroyable, quoi, parce que tout d'un coup, cette jeune femme, elle se dit, je peux. Enfin, nous, c'est un peu cette phrase que partout on dit, faire changer la honte de camp, quoi, parce qu'effectivement, dans les familles, quand il y a des décès liés à un avortement clandestin, c'est extrêmement, j'en sais quelque chose, difficile de le raconter. Et le fait qu'il y ait un monument, ça va être on va pouvoir dire, voilà, ces femmes, elles étaient des combattantes, elles étaient libres, c'était pas que des victimes, c'est des femmes qui se sont battues pour leur liberté, et on leur fait un monument pour ça aussi, pour reconnaître qu'elles étaient des combattantes et qu'elles étaient fortes, et qu'il n'y a pas à en avoir honte, parce que dans les familles, il y a quand même toujours ce sentiment-là. Et donc on se dit que c'est ça qui va permettre aussi, dans les familles, que ça se raconte. Et la jeune fille qui travaille avec nous sur la communication, Lilia Lerondeau, elle est allée à la manifestation cet après-midi. Elle a distribué des flyers, hein, et en distribuant les flyers, en racontant déjà cette histoire de monument, elle a recueilli deux personnes. On dit, mais moi, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est décédé d'avortement clandestin. Donc on voit qu'en fait, il faut peu de choses, beaucoup en même temps. Il faut ce monument pour que les histoires se racontent, pour qu'on puisse les transmettre et pour qu'effectivement cette histoire des femmes fasse partie, comme l'a très bien dit Bibia, de l'histoire nationale. Voilà. Alors pour conclure cette soirée, qui est un petit peu plus long que ce qu'on avait prévu, mais bon. Voilà, j'invite Françoise Gillard, la comédienne qui est ici, qu'on applaudit, la Comédie Française. Elle va nous lire le vœu qui a été voté par la mairie de Paris et que j'espère vraiment qu'il se transformera en décision, par notre soutien, par l'adhésion à l'association, faire circuler la pétition. Enfin voilà, il faut vraiment que nous continuions à nous mobiliser pour que ce monument advienne. Un vœu, ce n'est qu'un vœu. Donc vraiment, force à nous, comme on disait tout à l'heure. Françoise, s'il te plaît, le vœu. Merci. Conseil de Paris, séance du mois de juin 2025.
Vœux de l'exécutif municipal relatif au soutien de la ville de Paris au projet de monument en mémoire aux femmes décédées des suites d'un avortement clandestin. Considérant les politiques publiques déployées par Paris en faveur des droits des femmes et leur libre droit de disposer de leur corps. Considérant le 50e anniversaire de la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse IVG, dite loi Veil, du nom de la ministre de la Santé du gouvernement de Jacques Chirac, Simone Veil, promulguée le 17 janvier 1975. Considérant qu'avant la loi Veil du 17 janvier 1975, la loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle, a menacé pendant des années la santé et la vie des femmes, dont des milliers sont décédées des suites des avortements clandestins à domicile ou à l'hôpital. Considérant la nécessité de susciter le dialogue dans la société et au sein des familles sur ces traumatismes et ces drames vécus trop souvent dans le silence et la solitude. Considérant l'inscription dans la Constitution de la liberté pour les femmes d'avoir recours à l'IVG le 8 mars 2024, faisant de la France le premier pays au monde à inscrire cette liberté dans sa loi fondamentale, réaffirmant son rôle de pionnière dans la défense des droits des femmes. Considérant l'adoption cette année par le Sénat de la proposition de loi visant à réhabiliter et reconnaître le préjudice subi par les femmes condamnées pour avoir avorté avant 1975. Considérant la mobilisation de la société civile et des associations féministes, notamment l'association aux avortés inconnus, et choisir la cause des femmes qui portent le projet. Considérant qu'aujourd'hui, 40% de femmes dans le monde vivent dans un pays qui restreint ou interdit leur droit à l'IVG et qu'une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin dans le monde. Sur proposition de l'exécutif municipal, le Conseil de Paris émet le vœu que la ville de Paris soutient le projet de l'édification d'un monument en mémoire aux femmes décédées des suites d'un avortement clandestin. Merci. Je voudrais vous présenter toutes les comédiennes. Kelly Rivière, India Air, Barbara Lambalé, Darina Aljundi, non pardon, excuse-moi, c'est Toufane Manoucheri, excuse-moi, je suis vraiment Mata Gabin, Agnès Château, Philippe Duclos, Emmanuel Lemire, Bénédicte Memba, Anne Alvaro, Samuel Charles, Isabelle Lafont, Clotilde M, Maëlys Ricordo, Estelle Meyer, Yvette Caldas. J'aimerais aussi remercier la musicienne Maëlle Desbrosses. J'aimerais aussi... Magnifique. Françoise Gillard. Donc, je voudrais remercier aussi toutes les intervenantes, Nancy Houston, Stéphanie Hennette, Richer, Yolène Lucas, Florane Volt, Annie Ernaux, bien évidemment aussi. Et, attends, et je voudrais remercier...
Je voudrais remercier toute l'équipe de la Maison de la Poésie et tous les gens, toutes et tous qui nous ont aidés, donc tous les amis. Donc je voudrais remercier Lilia Lerondeau qui a fait chargée de communication, qui a fait une communication extraordinaire, absolument un travail remarquable. Le photographe Xavier Lambourg, qui va faire des photos pour communiquer, parce que bon, c'est très, très important pour la lutte, justement. François Frichet, qui a fait le logo et tout le graphisme. Toute l'équipe de filmage, Karine Olnet, Samuel Lahu et Mathéouche de Macedo. Et puis, je voudrais remercier enfin Pascal II. Que je saoule depuis 6 mois pour soutenir ce projet et faire cet événement. Voilà. Et Bibia, j'ai oublié de te remercier. Non, je voudrais qu'on applaudisse Mariana Otero. Bravo, bravo. Non, mais merci beaucoup. Et puis, on peut se retrouver dans le hall, continuer à discuter. Il y a des flyers, il y a des livres aussi. Le livre donc, des lettres, en particulier. Il y a aussi un livre sur les peintures de ma mère, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez feuilleter. Et puis, enfin voilà, il y a aussi quelques autres livres, peut-être celui de Bibia et de Stéphanie et de Nancy Houston. Et, voilà. Et puis, surtout pour discuter. Et merci pour votre soutien. Il va falloir donc... après les élections, il va falloir qu'on se fasse savoir qu'on veut ce monument. Voilà. Merci.